Concertation entre le Premier ministre burkinabé et les partenaires du Burkina. Des échanges qui ont principalement porté sur la stratégie de riposte contre le Covid-19, l'insécurité et les élections à venir. 2 ans déjà que les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso sont rétablies. Retour ce soir sur un choix diplomatique empreint d'enjeux multiples. C'est tout à l'heure dans cette édition. À la une également, en Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo annonce l'opération inondation électorale. Une campagne prévue du 5 au 7 juin prochain en vue de sensibiliser ses militants à une inscription massive sur la liste électorale 2020. Bonsoir à tous. L'ex-ministre de la Défense burkinabé, Jean-Claude Bouda, a été déposé mardi à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Dans un message publié ce mardi sur sa page Facebook, il affirme que suite à une plainte du RENLAC, il s'est mis à la disposition de la justice afin que la vérité soit manifestée dans les affaires le concernant. Le 26 juin dernier, le procureur du Faso indiquait dans un communiqué qu'une plainte contre l'ex-ministre a été déposée par le RENLAC sans préciser le motif. Lors de la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina, des images relayées sur les réseaux sociaux par de nombreux internautes montraient une villa qui aurait été bâtie par l'ex-ministre Amanga. Son nom est également cité dans une affaire de malversation au niveau du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. En décembre 2017, il a démenti dans un communiqué les informations faisant état de sa convocation par le juge chargé de l'instruction de ce dossier. Affaire à suivre dans nos prochaines éditions. On poursuit cette édition. Le chef du gouvernement, Joseph Dabiré, était en audience ce matin avec les représentants du PNUD. Des échanges qui ont porté sur la stratégie de riposte contre le Covid-19, mais également les autres défis de l'heure, à savoir l'insécurité et les élections à venir. Le point de la rencontre avec Judith Chimadi, Constantin Sieda. Le programme des Nations Unies pour le développement prend le pouls de la crise sanitaire que traverse le Burkina Faso, mais également des défis majeurs de l'heure pour le pays. Ce mardi, les représentants du PNUD étaient à la primature pour échanger sur les stratégies mises en place par le gouvernement burkinabé. Il a été question de regarder l'impact, bien sûr, de la pandémie sur un certain nombre d'activités et aussi le calendrier important du pays, notamment le calendrier sur les échéances électorales et le calendrier sur le prochain référentiel du pays. Nous avons fait le point d'une manière globale, nous avons eu des discussions très franches. La Covid-19 impose des restrictions à tous les niveaux et le budget de l'État doit également être revu. Avec le Covid, nous sommes dans un processus d'une relecture, donc ce qu'on appelle la LFR, la loi de finances rectificative, pour tenir compte des enjeux par rapport au Covid. Et naturellement, nous avons échangé avec les partenaires pour donner les grandes orientations de cette loi de finances. Aussi, discuter sur les questions électorales, parce que là aussi, il y a un financement, il y a un gap. Et donc, nous avons aussi communiqué avec les partenaires comment nous voyons, quelles sont les dispositions qui sont prises sur le plan financier. En ce qui concerne les échéances électorales de novembre prochain, les partenaires financiers affirment avoir mobilisé à l'heure actuelle une enveloppe d'une valeur de plus de 12 milliards de francs CFA. À cela va s'ajouter des appuis techniques. Cela fait donc 2 ans, jour pour jour, que le Burkina renouait diplomatiquement avec la République populaire de Chine. Une reprise des relations, symbole de rupture avec Taïwan, mais aussi nécessité politique au vu de l'influence sans cesse grandissante du pays de Xi Jinping. Le récit de Gilles Dasda. Tout sourit lors de l'échange de parapheurs avec Wang Yi, son homologue chinois. Alpha Bari vient de matérialiser la reprise des relations sino-burkinabè. Nous sommes le 26 mai 2018 et le Burkina Faso renoue avec l'Empire du Milieu
après 25 ans de rupture. 2 jours avant, la séparation avec l'ancienne île de Formose était consommée. Exit donc Taïwan, l'autre Chine dont la reconnaissance ne peut s'accommoder de l'amitié d'avec Pékin. Mais le Burkina Faso ne reconnaît qu'une seule Chine et cette décision a été prise en toute souveraineté et en toute indépendance. Dans la foulée, les ambassades sont ouvertes de part et d'autre dans les 2 capitales, suivies d'une visite d'État du président du Faso au pays de Mao. En retour, le vice-premier ministre chinois viendra lui aussi à Ouagadougou. 2 ans après la reprise des relations diplomatiques entre les 2 pays, le Burkina a engrangé de nombreux acquis. Construction de 100 nouvelles écoles pour absorber celles sous Payotte, construction de forages, de CSPS et autres infrastructures, formation dans le domaine de l'agriculture ou encore intervention dans le domaine sanitaire, en particulier dans la lutte contre le Covid-19, ainsi que la lutte contre le terrorisme. La liste est longue, avec cependant le projet le plus attendu objet de querelle, l'hôpital de Bobo-Dioulasso, toujours dans les tuyaux. En fait, l'amitié avec Taïwan semblait de plus en plus intenable pour le Burkina Faso. La raison, la plupart des grands projets sous-régionaux tels l'autoroute de la CEDEAO ou le financement du G5 Sahel impliquent la participation de la Chine continentale. La réelle politique s'est donc naturellement mise en branle et Taïwan n'est plus reconnu que par un seul État africain, Eswatini, anciennement appelé Swaziland. Et la Chine populaire, que gagne-t-elle dans cette affaire? Elle élargit ainsi sa sphère d'influence dans le monde avec cet exemple très parlant. Lors de l'élection du directeur général de la FAO, le candidat chinois Qu Dongyu est élu avec la presque totalité des votes des pays africains, dont celui du Burkina Faso. En son temps, le ministre des Affaires étrangères chinois, parlant du Burkina Faso, avait déclaré « Désormais, il y a un bon ami en plus au sein des organes de l'ONU ». Une phrase qui résume les relations entre les États. Je l'annonçais tout à l'heure, sachez que le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé hier lundi à Abidjan l'opération inondation électorale pour inciter ses militants à s'inscrire massivement sur les listes en vue des prochaines élections présidentielles et législatives dans 5 mois. Le comité électoral du FPI met en mission 206 délégations à l'assaut de tout le territoire national et de la diaspora ivoirienne en vue de la sensibilisation et de la mobilisation des militants et des électeurs. Cette vaste mission sur 3 jours du 5 au 7 juin a pour objectif l'acquisition des documents administratifs, notamment de cartes d'identité par les militants et électeurs en vue de leur inscription sur la liste électorale. Cap à présent en RDC où des députés en sont venus au mai ce lundi 25 mai à l'Assemblée nationale avant le vote de la destitution d'un proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de son poste de premier vice-président de la Chambre basse. La présidente de l'Assemblée a suspendu donc la séance en début de soirée, envoyant une bonne vingtaine de députés qui s'empoignaient violemment au pied de son perchoir. La présidente de l'Assemblée nationale en RDC a mis en cause les députés de l'Union pour la démocratie et le progrès social et le parti du président de la République, Félix Tshisekedi. Retour au Burkina pour parler projet d'électrification. Le pays veut augmenter la production de son énergie à 200 MW d'ici à 2022. Pour ce faire, le Burkina attend miser davantage sur la production de l'énergie solaire et consolider son réseau d'interconnexion électrique avec les pays voisins comme le Nigeria. Ce matin, un projet de loi portant sur l'énergie solaire et l'interconnexion électrique régionale ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Il s'agit ici de réduire le taux du kilowattheure à court terme. Le compte rendu avec Benjamin Kwame Achille Ouedraogo. Cette plénière était axée sur l'examen de 4 projets de loi portant ratification d'accords de prêt. D'abord pour le projet de financement régional d'interconnexion électrique, appelé projet Dorsal Nord, il s'agit de construire une ligne électrique de 880 km de très haute tension. Ces lignes partiront du Nigeria à Ouagadougou en passant par Niamey et le Bénin.
L'objectif final est de couvrir une partie des besoins en électricité au Burkina Faso, et cela avec peu d'émissions en dioxyde de carbone. Ça va augmenter l'offre au minimum 150 à 200 MW. Et à terme, c'est un projet qui va nous permettre d'importer jusqu'à 600 MW à partir du Nigeria. C'est vous dire qu'en matière d'offres, en tout cas, c'est un projet très important et qui va nous permettre de consolider l'accès à l'énergie au niveau du Burkina Faso. À l'échelle régionale, le coût du projet s'élève à près de 400 milliards de francs CFA et au Burkina Faso, près de 170 milliards de francs CFA. L'exécution est mise en œuvre grâce à l'appui des partenaires comme la Banque mondiale. À court terme, il s'agira de réduire le coût du kilowattheure pour le Burkinabé. Nous avons l'un des kilowattheures les plus chers de la sous-région et il est important que nous puissions travailler à réduire ce coût-là et permettre donc aux ménages et à l'industrie de façon générale au niveau du Burkina Faso de bénéficier donc d'un kilowattheure qui soit acceptable et qui nous permette aussi d'être compétitifs comparé aux autres pays de la sous-région. L'autre projet de loi adopté par les députés concerne le financement d'énergie solaire pour l'électrification rurale. Il va consister à électrifier justement 42 localités issues des régions des Hauts-Bassins et la boucle du Moun. Le développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté de ces localités sont les buts du projet. Avec l'énergie solaire, c'est un prêt que nous avons avec Abu Dhabi, très intéressant, qui va nous permettre donc en milieu rural d'accompagner aussi la production. Parce que ce que nous allons faire avec ce projet, c'est de faire de telle sorte que nous puissions avoir de l'application sur le froid. Donc avec l'énergie solaire, nous allons pouvoir mettre en place des unités de froid pour pouvoir conserver les aliments, la viande, le lait. Et ça va émuler une certaine dynamique en milieu rural. Deuxièmement, nous allons l'appliquer aux moulins. Les moulins fonctionnent avec donc le diesel, ce qui est très cher et qui se répercute donc sur les ménages. Et avec l'énergie solaire, nous allons avoir la possibilité de réduire de façon drastique le coût à ce niveau-là. Une loi pour les populations à faible revenu est aussi adoptée avec désormais un fonds spécial, le FONAFI. Le Fonds national pour la finance inclusive qui se présente comme étant un fonds qui va abonder dans les fonds nationaux déjà existants et aussi dans les autres prestataires de services financiers, notamment les caisses populaires, les services de financiers décentralisés, notamment appelés SFD. Et ce fonds sera une fêtière qui va permettre de garantir une meilleure accessibilité de ces SFD-là à la ressource pour pouvoir faire du crédit au niveau des populations. Et c'est surtout une accessibilité qui sera facilitée parce que le taux d'accès à cet argent au niveau du fonds sera plus moins cher que lorsqu'ils avaient ils prenaient cet argent auprès donc de la banque des banques commerciales ou au niveau de la BCAO. Le dernier projet de loi adopté est le financement de la deuxième phase du programme d'appui au développement des économies locales. Il prend en compte 6 régions du Burkina Faso. Avec ce projet, nous allons donc permettre la mise en place d'une plateforme infrastructurelle, notamment des réalisations d'infrastructures qui doivent permettre de booster l'économie locale. Donc ce sont des infrastructures marchandes que nous aurons à délivrer au niveau donc, des communes. Il est bon de le savoir, ces projets adoptés ont marqué l'assentiment à l'unanimité des 55 députés présents pour l'occasion. Éducation à présent, la première promotion des professeurs recrutés dans le cadre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation est en fin de contrat depuis l'année dernière. Et pour faciliter leur intégration dans la fonction publique, le gouvernement a mis en place un concours spécial. Un concours dont la crédibilité est remise en cause par la coordination nationale des professeurs du PGN, laissant plus de 650 enseignants ajournés sans emploi. Ces derniers expriment leur désarroi au micro d'Alain Koulibaly et de Bassirou Sawadogo. 3 ans après leur recrutement dans le cadre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale PGN, la question de leur intégration dans la fonction publique se pose avec acuité. Ces enseignants en fin de contrat dénoncent des irrégularités dans le système mis en place par le gouvernement.
pour faciliter leur intégration dans la fonction publique. Les irrégularités constatées dans le concours direct spécial d'intégration des professeurs de PGN qui place ainsi plus de 660 enseignants au chômage et dans le désarroi. De façon générale, les candidats n'ont pas été évalués sur les contenus enseignés durant les 3 années de classe. Partant de ces faits, la majorité des candidats n'avaient aucune chance d'obtenir la note minimale de 7 sur 20 exigée par le concours. Quand nous sommes rentrés un peu en profondeur, nous avons compris qu'il y a eu une négligence totale à un certain niveau. En août dernier, il y a eu un comité qu'ils ont mis en place pour travailler pour que tous ceux qui vont prendre part à ce concours-là, puisqu'il y a eu un pré-recrutement en 2007, donc nous on s'attendait à toute autre chose comme il n'y a pas de concours ordinaire qu'on avait l'habitude de faire. Donc ils ont mis leur comité en place, ils ont travaillé en 10 jours pour faciliter notre intégration dans la fonction publique. Il y a eu des arrêtés où le ministre nous a donné ces arrêtés-là, nous avons lu, nous avons fait connaissance. Quand nous sommes allés auprès de ceux qui ont fait ce travail, ils ont fait comprendre en réalité les travaux qu'ils ont fait en août dernier, là, ils n'ont pas pris en compte ces éléments. Donc facilement, ça jouait sur le concours et voilà ce qui explique la situation. Et je parle de négligence aussi parce qu'il y a des gens qui étaient censés sortir pour la supervision au moment de la correction. Et ces derniers, quand nous sommes allés, ils nous font comprendre que non. Et même ils ont vu les résultats sur Facebook. Donc vous imaginez des gens qui sont censés faire la supervision à un concours et à notre grande surprise, ils vont vous dire que non, c'est sur Facebook même que nous on a vu les résultats. Donc pour nous, c'est une négligence totale. Pour Hassan Zoromé et ses camarades, les négociations avec le gouvernement n'ont abouti à rien de concluant. Aux dernières nouvelles, le gouvernement a décidé effectivement d'ouvrir un concours pour l'intégration des 660 candidats ajournés. Et ces gens-là vont composer avec la 2e promotion. Mais que ces postes ne seront pas à compétition. Dans notre lecture, ce n'est pas le fait d'ouvrir le concours qui pose problème. C'est la nature du concours. Parce que s'il faut organiser un concours pour laisser plus de 660 personnes encore sur les carreaux, je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire. La coordination nationale des professeurs du PGN demande au gouvernement de surseoir à sa volonté de recruter ses enseignants par voie de concours et de procéder à l'intégration des 4200 enseignants concernés par le programme PGN dans la fonction publique. Faute de quoi, elle envisage poursuivre la lutte pour se faire entendre. Autre point dans cette édition, par sécurité, l'Organisation mondiale de la santé suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Cette décision fait suite à une étude qui juge inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine et ses dérivés contre le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé mène les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine avec ses partenaires dans plusieurs pays. L'OMS a donc appuyé sur pause. C'est ce qu'a indiqué ce lundi 25 mai le directeur général de l'OMS au cours d'une conférence de presse virtuelle, précisant que la suspension avait été décidée depuis samedi. Pour clore cette édition, après l'ONU, l'armée américaine confirme à son tour la présence de mercenaires russes aux côtés du maréchal Haftar en Libye. D'après les États-Unis, la Russie leur apporterait un soutien aérien. Le général commandant les forces américaines en Afrique déclarent donc que les avions de chasse russes de 4e génération sont arrivés en Libye depuis une base aérienne russe après avoir transité en Syrie où, selon lui, ont été dépeints pour dissimuler leur origine russe. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, mène depuis plus d'1 an une offensive qui vise à s'emparer de Tripoli à l'ouest, siège du gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Voilà, c'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous.